chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Congo Base Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. Un grand merci à vous parce que vous nous captez de partout. Après le discours du chef de l'État, que devons-nous retenir de cet discours, mais aussi de l'autre côté de l'Assemblée nationale, après la démission de Monsieur Vital Kamerhe? Est-ce que c'était juste que la tête de Monsieur Kamerhe qui dérangeait? On aura parlé de tout, sauf rien, en décryptant, analysant avec un acteur politique qui n'est plus à présenter, Monsieur Manik Siyenda Kijedi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bems, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. C'est à moi de vous dire merci. Voilà, il y a pas mal de sujets d'actualité qu'on aura à mettre sur la table, essayer un peu de décrypter, d'analyser. Vous êtes très actif au Lingrapina Congo Makassi. Tu aimes le Congo, nous te suivons dans chacune de tes réseaux sociaux, ce que tu essaies de partager comme pensée. Alors, après 6 mois à la tête de la chambre basse, M. Vital Kamerhe a pris le courage de démissionner. Il justifie sa démission par un souci de ne pas bloquer les institutions. Vous le prenez comme un monsieur courageux qui privilège d'abord le Congo. Comment vous le prenez? Ben, Vital Kamerhe a toujours été un animal politique qui a fait face à beaucoup de problèmes, des remous et même des vicissitudes de toute nature. C'est quelqu'un qui est habitué à ces genres de problèmes. Mais seulement, il faudrait aussi dire que Vital Kamerhe a beaucoup perdu dans sa carrière politique à cause de ses choix mal orientés. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, sa démission qui est perçue comme un acte unilatéral, pris par celui qui a démissionné, lui-même Vital Kamerhe, ne peut pas être perçu comme un acte de bravoure ou un acte de courage. Par conséquent, moi, je n'accorde aucun crédit à cette démission de Vital Kamerhe, parce que cette démission est précédée d'un certain nombre de griefs soutenus par les députés nationaux, les députés pétitionnaires, qui reprochaient un certain nombre de comportements à charge de Vital Kamerhe, notamment cette question de disparité des traitements entre le bureau de l'Assemblée nationale et la plénière, qui est considérée comme l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Cette question de l'opacité des gestions financières destinées au fonctionnement de l'Assemblée nationale, ça posait problème. Il y a un manque criant de transparence dans la gestion de ce qui concerne l'Assemblée nationale. Je ne dirais même pas cette question de traitement des assistants parlementaires qui n'ont jamais perçu leur dû conformément à ce qui est prévu par rapport à la rubrique financière de l'Assemblée nationale. Pourtant, les ministres de Finances de Doudou Fwamba, lorsqu'ils s'étaient adressés aux députés nationaux, étaient très clairs en disant aux députés, nous, gouvernement, nous n'avons aucune dette en ce qui concerne le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pourtant, Vital Kamerhe décriait du fait que l'Assemblée nationale manquait même des petits papiers et des petits stylos. Et donc, cette contradiction-là, je pense qu'a poussé au bout les députés à pouvoir soulever cette pétition, qui est une démarche tout à fait normale et prévue dans le règlement pour effectivement soumettre Vital Kamerhe devant ses responsabilités, celle de justifier tous les actes que les députés pétitionnaires le reprochent. Et donc pour moi, sa démission, en réalité, c'est une fuite en avance et non un acte de responsabilité. Il n'a pas voulu juste être humilié devant le député ou ça c'est juste que sa gestion dérangeait le député? Effectivement, il n'a pas voulu être ridiculisé parce qu'il savait que son départ était une fatalité. Il savait qu'il était coupable, eu égard à tout le grief que les députés nationaux les reprochaient. Et donc, sa démission, encore une fois, c'est un acte de lâcheté. C'est un acte de lâcheté, mais lorsqu'on prend la gestion de Mbosso, de monsieur Mbosso, honorable Mbosso, et de Vital Kamerhe, est-ce qu'on peut comparer? Mais ouais, on peut comparer. On dit allez que consulter. Mbosso était plus dans la gabégie. Non, pas du tout, mais allez comparer
même le traitement du président de l'Assemblée nationale, traitement salarial, bien entendu. Vous prenez ce que gagnait Mbosso, comparablement à ce que gagnait Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, il y a un écart en termes de 90%. Allez regarder les traitements des députés nationaux sous Mbosso et allez regarder les traitements des députés nationaux sous Vital Kamerhe. Allez même regarder toutes les activités connexes attachées aux activités de l'Assemblée nationale, notamment les terrasses, les bars, les services d'entretien et assainissement, sous Mbosso et sous Kamerhe. Aujourd'hui, on apprend que la gestion de l'Assemblée nationale pour des activités connexes sont gérées par la famille du président Vital Kamerhe, ce qui explique inopacité légendaire dans le chef de celui que vous appelez l'artisan de la paix et le modèle d'une gouvernance, alors que dans la pratique, dans la gestion, Vital Kamerhe est loin d'être un modèle d'une gouvernance de qualité. Mais bien sûr que oui, Vital Kamerhe était même le ministre de l'économie. Regardez aujourd'hui le prouesse du professeur Daniel Mukoko Samba comme ministre de l'économie. Et faisons un petit comparatif avec Vital Kamerhe, professeur de son État, docteur de son État, doctorant de son État, diplômé de son État, diplômé en économie. Et lorsqu'il était ministre de l'économie, le passage de Vital Kamerhe était un passage vide. Le peuple ne se réfère à rien par rapport à sa gestion lorsqu'il était ministre de l'économie, autant même sur son passage pendant qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce sont les diplômes qui comptent ou bien la faisabilité sur terrain? Non, mais si déjà au départ vous avez des diplômes, ça veut dire que vous connaissez les secteurs. Si déjà vous avez un diplôme, vous avez étudié le secteur, vous connaissez les méandres du secteur, vous connaissez les réalités du secteur, ça veut dire vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous, en tant que peuple, on attend de vous les véritables résultats. Maintenant, si c'est lui qui a un diplôme, si c'est lui qui a un background, la qualité requise dans un domaine bien précis n'apporte pas de solution, à combien plus forte raison pour ceux qui n'ont pas de diplôme? En réalité, on dit un homme averti, en vaut deux. Vital Kamerhe devrait être traité doublement que ceux qui ne portent pas des diplômes, mais gérant chacune des dimensions de l'État. C'est comme ça que nous sommes un peu beaucoup plus rigoureux à son égard, parce que lui pouvait faire mieux que les autres. J'aime ce que vous venez de dire, vous avez mentionné le peuple. Et prenons un peu de l'autre côté de députés. Cette revendication des députés envers M. Vital Kamerhe, pensez-vous que ce sont les intérêts du peuple qui priment ou ce sont les intérêts de députés, les intérêts personnels de députés qui priment d'abord ou les intérêts d'abord? Non, vous savez, les députés nationaux sont des émanations du peuple. La RDC est une démocratie représentative. Ça veut dire le peuple congolais va dans les urnes, choisit ses représentants et les représentants, à leur tour, doivent faire correctement le travail conformément aux desiderata du peuple. Ça veut dire, ce que recommandent les députés nationaux, à une certaine mesure, préoccupe le peuple. Donc vous ne pouvez pas dissocier les intérêts des députés aux intérêts du peuple, parce que le député représente le peuple. Si les députés ne travaillent pas dans de bonnes conditions, si les députés n'exercent pas leurs fonctions convenablement à ce qui est prévu dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, si les députés ne sont pas bien traités, bien rémunérés, si les députés n'exercent pas un contrôle parlementaire efficace sur l'exécutif national, comment est-ce que le peuple congolais sentirait le résultat de ces mêmes députés par rapport aux attentes du peuple? Et donc, ici, il faudrait associer la démarche des députés nationaux par rapport aux attentes du peuple, parce que ces députés-là représentent le peuple. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des problèmes internes. Il y a un cadre interne qui est très bien défini. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Toutes les questions qui relèvent du domaine interne de l'Assemblée nationale sont réglés par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que ces règlements-là est respecté? Non, mais bien sûr que oui, parce que le règlement a prévu la pétition en cas de dysfonctionnement. La pétition, lorsque le député reproche un certain nombre de griefs dont le chef, soit du bureau en général, ou soit de quelques membres du bureau, les députés ont le plein droit d'utiliser cet outil qu'on appelle la pétition, prévue dans le règlement,
pour effectivement soumettre les personnes visées à un exercice d'explication. Voilà pourquoi on a même prévu les mécanismes de création des commissions parlementaires, des commissions spéciales, pour analyser sur la régularité de la pétition, mais aussi sur le fond de la pétition, et après soumettre le problème à l'appréciation de la plénière pour que la plénière, comme organe suprême de l'Assemblée nationale, s'en décide. Ce n'est qu'une activité ou exercice qui est tout à fait normal dans un cadre d'une démocratie parlementaire. Mais Maître Manix, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est pas un coup de théâtre ce que nous voyons. Parce que vous parlez de la pétition qui visait au plus... Je pense 5 personnes. Mais après la démission de M. Vital Kamerhe, la pétition visant 3 membres du bureau est rejetée, où on garde encore M. Njoli et certains membres. C'est pas un coup de théâtre, ça. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de la démocratie parlementaire. Et ce modèle de démocratie a toujours été attaché à une réalité de l'arithmétique politique simple. L'arithmétique parlementaire simple voudrait dire tout se passe par rapport au comptage des députés qui votent sur une initiative parlementaire ou pas. Ici, je vous ai dit, on a d'abord créé en amont une commission qui doit analyser sur le bien fondé de la pétition, sur la régularité de la pétition. Et c'est cette commission-là, revêtie d'un mandat accordé par l'Assemblée nationale, par les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, c'est à cette commission-là de dire de choses quant à la validité de la démarche entreprise par les députés pétitionnaires. Mais il me semble que la commission a fait son travail, mais bien avant le rapport de la commission, il y a eu déjà au départ 2 personnes qui ont démissionné. Je les considérais comme un acte unilatéral qui émane de la volonté des personnes démissionnées. Ce qui ne relève pas effectivement de la compétence ni des députés, moins encore de membres qui constituent la commission. Et donc Vital Kamerhe et la rapporteure adjointe sont déjà écartés. Et après, c'est à la commission, autant pour la plénière, d'apprécier sur la suite. Si la commission a adressé un rapport ayant accordé une bouée de sauvetage à ces 3 députés visés par les pétitionnaires, alors il faudrait aussi respecter la légitimité de la commission. Mais dans tout ça, Maître Manix, c'est pas seulement que la tête de M. Vital Kamerhe était en train de déranger. C'est pas la bête noire de l'Assemblée. La tête de Vital Kamerhe dérangerait qui? Le député, par exemple. Ben, si ça dérange le député, c'est tout à fait normal. Parce que c'est lui qui était le président de l'Assemblée nationale. C'est un peu comme dans une famille. Un père qui n'accomplit pas sa tâche. Un père qui n'assume pas ses responsabilités, sa tête dérangerait les enfants. C'est tout à fait normal. Mais il restera toujours le père. Mais si, il restera toujours le père, mais à une certaine mesure... En cherchant, en arrangeant les choses, en fait. Mais il peut être déchu de son autorité parentale. C'est ce qui s'est passé. Vital Kamerhe a été... Vital Kamerhe a démissionné, effectivement, parce qu'il sait consciemment qu'on lui reproche de choses justes et de choses vérifiables. Mais dans votre analyse, Maître Manix, c'est pas contradictoire avec ce que M. Peter Kazadi a dit, parce que dans une interview, M. Peter Kazadi, le président de la commission chargée à examiner cette pétition, il a dit, le président de l'UNC a fait preuve de grandeur. Cette affirmation est juste d'après vous? La grandeur ou l'appréciation de la grandeur de tout un chacun dépend de celui qui apprécie cette grandeur. Si Vital Kamerhe est perçu comme grand par Peter Kazadi, alors regardons maintenant le niveau de grandeur de Peter Kazadi, qui apprécie la grandeur de Vital Kamerhe. Et c'est tout à fait normal qu'un petit apprécie la grandeur d'un autre petit. Et donc, cette question de grandeur, c'est une question très relative que je ne voudrais pas opiner dessus, parce que cela ne relève que de celui qui a proféré ce genre de proclamation en considérant Vital Kamerhe comme un homme grand. Moi, je ne le considère pas autant, parce que Vital Kamerhe a commis assez d'erreurs politiques, et aujourd'hui, le peuple congolais sait qui est Vital Kamerhe. Donc vous êtes d'accord avec le peuple congolais, très souvent qui disent que c'est un caméléon qui change à tout moment, qui pense qu'il a ses intérêts, c'est ce qui prime pour lui en fait? Malheureusement pour M. Peter Kazadi, Vital Kamerhe est un grand. Mais malheureusement. Malheureusement. Peter Kazadi. Mais pour le peuple sait que Kamerhe n'est pas un homme grand. Sinon, s'il était grand, quid alors
de nos 57 millions de dollars disparus dans le dossier 100 jours. Un homme grand ne vole pas. Il a été blanchi par la justice. Blanchi par la justice, on ne refuse pas. Mais où est l'argent du peuple? Où est l'argent du peuple? Où sont les maisons préfabriquées? C'est cela le problème. Un homme grand ne vole pas. Un homme grand ne détourne pas les deniers publics de l'État. Mais on parle de quelle grandeur? Encore une fois, ces propos ne concernent que M. Peter Kazadi, qui sait pourquoi il jette le fleur à un homme qui a été au cœur d'un grand détournement des deniers publics de l'État. Ça dit beaucoup ce que vous êtes en train de dire, maître Manix. Non, ben, ce ne sont que des réalités. Qui ne sait pas que les 57 millions du peuple congolais ont été disparus dans l'affaire 100 jours. Et dans cet argent, il y a même votre part aussi. Mais malgré sa démission, malgré tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garde toujours en tête que M. Vital Kamerhe est son allié, un ami et un frère. Donc, comment vous le prenez? D'abord, en prenant en compte le propos du président de la République à l'égard de la démission de M. Vital Kamerhe, vous savez, moi je sais que l'amitié ou la fraternité ne se déclare pas. Ça ne se proclame pas non plus. Et ça se constate. Non, mais justement, l'amitié ne se déclare pas. La fraternité ne se proclame pas. Ça se constate. Quand tu vois quelqu'un commencer à dire aux gens que Bems, c'est un ami, attention, il y a un côté faux derrière. Vous pensez que le président n'est pas vrai? Non, mais si le président était vrai, c'est à nous de constater que réellement, Vital Kamerhe est les frères du président de la République. Vous, en tant que peuple, comment vous constatez cela? Non, mais Vital Kamerhe n'est pas le frère du président de la République. Il n'est pas l'ami du président de la République. Regardez la position de son frère, la position de son ami à l'égard de l'ennemi qu'on appelle le Rwanda. Les frères Tshisekedi ne mâchent pas le mot lorsqu'il faudrait endosser la responsabilité de l'agression rwandaise contre le Congo sur Paul Kagame. Les frères Tshisekedi a bien dit, c'est Joseph Kabila qui est l'instigateur du M23 et AFC de Corneille Nangaa. Maintenant, quel est les propos ou la position de l'autre frère Vital Kamerhe au sujet des Kagame? Vous l'avez déjà entendu parler des Kagame? Vous l'avez déjà entendu prendre la même teneur de discours que le président de la République, son frère, au sujet de Joseph Kabila? Parce qu'il ne porte pas le discours du président de la République et c'est ce qui change la relation selon vous, maître Manix? Non, mais s'il ne porte pas les discours du président de la République, il portera les discours de qui? Des Kagame? Des Kabila? Parce que c'est le président qui est le commandant suprême, le père de la nation, les symboles de l'unité nationale, le chef de l'État. Nous tous, nous devons nous ranger derrière le président de la République sur toutes les questions de l'État. Et donc, allez-y comprendre que le mariage politique entre le président Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est ce qu'on appelle en droit, c'est un mariage putatif. Libala yakato fanda. C'est un peu comme moi, Simon Kouakangi, Mobali na infidélité. Et après, Mobali Azoïb Sae, bon, écoutez, au Kangi na infidélité, ok, je ne refuse pas. C'est à toi de faire le choix. Si tu veux, tu restes avec moi. Si tu veux pas, tu n'as qu'à partir. Voilà la phrase que le président de la République a dit. Je suis le frère de Vital Kamerhe. Je reste l'ami de Vital Kamerhe, sauf si il en décide autrement. Ça veut dire, moi, Tshisekedi, je reste frère, je reste ami, mais le choix de rester ami, tout comme de partir, ça relève de la volonté personnelle de Vital Kamerhe. Mais allez-y dire aussi, il a dit la même chose, que le président de la République, c'est un ami, c'est un frère. Encore une fois, l'amitié ne se déclare pas, ça ne se proclame pas non plus. L'amitié se constate. On n'est pas dans un jeu noir, là. Jeu noir qui profiterait à qui? Je ne pense pas au président de la République. Dans vos dires, j'ai l'impression que, dans votre analyse, que le président n'a pas été véridique sur cette relation. Et la même chose aussi pour M. Vital Kamerhe. Le président a été politique et il a été diplomatique. Nous l'avons considéré comme père de la nation. Je ne pense pas à un père de la nation qui jetterait son fils, Vital Kamerhe, qui vient fraîchement d'être président de l'Assemblée nationale, surtout si ce dernier n'a pas commis
autant d'actes de compromission aux valeurs sacrées de la République. Ce qu'il a fait peut être perçu comme un défaut de comportement pour le président Tshisekedi, mais il reste toujours frère et il reste toujours membre de la famille qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Telle est la logique du président de la République. Mais au-delà de tout, c'est à M. Vital Kamerhe de se décider. Mais selon votre analyse, Maître Manix, comment vous voyez l'avenir politique de M. Vital Kamerhe dans les jours à venir? Je l'ai déjà vu il y a bien longtemps. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un avenir sombre. Maître Manix. Kamerhe a arrêté d'être un acteur politique depuis selon vous, 2011. Kamerhe, c'est un opérateur économique dans la scène politique congolaise. Donc ce sont ses intérêts qui priment? Ses intérêts économiques, ses biens, les maisons, l'argent, c'est tout ce qui compte pour Vital Kamerhe à ces stades. Vital Kamerhe ne réfléchit plus à la logique de comment briguer la magistrature suprême. Regardez, pour quelqu'un qui vise un jour devenir président de la République, vous venez de faire une coalition politique avec le président Tshisekedi, en lui laissant la place d'aller aux élections. Tshisekedi a remporté les élections et Tshisekedi devient président de la République. On suppose qu'il y avait un deal. Ces prétendus accords de Nairobi, je ne sais même pas si cet accord a été écrit ou verbal. Qu'à cela ne tienne, cet accord existe. Mais du moment où Tshisekedi avait nommé M. Vital Kamerhe comme directeur des cabinets, première question, est-ce dans cet accord, Vital Kamerhe attendait une promesse du président Tshisekedi? Si oui, c'est-à-dire cette promesse-là a été réalisée. Mais ce qui m'écoeure un tout petit peu pour un leader politique qui aspire demain briguer la magistrature suprême, c'est le fait que Vital Kamerhe a accepté d'être le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Le directeur de cabinet, c'est un privé. C'est un personnel politique privé du président de la République. C'était la première erreur de choix de M. Vital Kamerhe. Mais il a accepté parce que Vital Kamerhe aime bien le privilège, l'argent, la position, les avantages. Voilà pourquoi il avait accepté. Deuxième chose, vous avez la cabine d'un présidentiable. Mais vous acceptez quand même d'être le ministre de Samalou Condé. Samalou Condé comme premier ministre, Vital Kamerhe, ministre du gouvernement de Samalou Condé. En termes de poids politique, lorsqu'on met sur une même balance Samalou Condé et Vital Kamerhe, Samalou Condé ne représente absolument rien. Mais c'est d'abord encore une fois. Le Congo non, mais oui, le Congo ne refuse pas. Mais face à certains enjeux et à certains défis, un vrai acteur politique, un homme grand, doit apprendre à refuser certaines offres. Vous pensez qu'il n'a pas joué bien la carte? Non, mais je vous ai dit que Vital Kamerhe est le résultat de ses choix mal orientés. Il a très mal joué la carte. Je finirai par cet exemple qui relève d'un domaine éminemment privé. Même le choix de sa femme. Maître Manix, là c'est la vie privée quand même. Non mais la vie privée pour un acteur politique répercute sur la dimension publique. Qu'est-ce que tu voulais dire là de plus? Je voudrais dire tout simplement que Vital Kamerhe est en train de niquer sa carrière politique. En faisant le mauvais choix. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Un tel choix ne passerait pas dans l'esprit collectif du peuple congolais. Même si les gens n'en parlent pas, mais les gens te regardent autrement. Les gens te regardent d'un œil de quelqu'un qui ne peut pas porter la responsabilité de tout un pays. C'est en cela que Vital Kamerhe s'est réduit à un petit politicien qui ne peut pas briguer la magistrature suprême dans ce pays. Et donc, il est perdant. Vous finissez là en fait. Ben ouais, il est perdant. On va prendre un autre sujet. Le président de la République, du haut de la tribune de l'ONU, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plaide pour reconnaissance du crime de masse, y compris le génocide commis sur le sol congolais. Quelle est votre lecture par rapport à ce discours du chef de l'État? Le chef de l'État reste égal à lui-même, il reste cohérent et logique à sa position datant. Le président de la République a toujours décrié
cette guerre injuste qui nous est infligée par les ennemis du Congo. Le président de la République, du haut de la tribune des Nations Unies, a toujours décrié la passivité de la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a eu des sanctions, il y a eu même les différents processus de paix engagés au niveau de Washington et au niveau de Doha. Il y a même une résolution, la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies contre le Rwanda. Mais lorsqu'on regarde l'attitude du Rwanda, les actes posés par le Rwanda et la réaction de même communauté internationale, quoi de plus normal que le président de la République demeure dubitatif en ce qui concerne l'implication de la communauté internationale. Et donc, c'était un discours de sincérité, un discours d'un président qui voudrait à tout prix imposer les vétos de la souveraineté congolaise dans le concert de nations. Autant que la France, le Rwanda, l'Ouganda, le Maroc sont des États souverains, la République démocratique du Congo demeure aussi souverain. Et donc, c'est un président qui a présenté les tarifs des valeurs de son pays et qui a réalisé un véritable plaidoyer pour le compte de son peuple. Mais, maître, entre diplomatie et réalité interne, le message du président congolais a-t-il convaincu, le gens qui étaient là pour jeter un œil encore une fois de plus pour le Congo, surtout pour l'Est de la République? Ne soyons pas amnésiques. J'entends un peu de partout toutes les formes de critiques par rapport au président de la République, les discours du président du haut de la tribune des Nations Unies. Mais les gens oublient un peu vite. D'où nous venons avec cette question de l'agression rwandaise contre le Congo. Vous savez hier quelle a été la position de la France, des États-Unis et même des Nations Unies? Vous vous souvenez encore de la réaction du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur le M23, tout en reconnaissant le crédit et la force du M23 comme une force beaucoup plus supérieure à l'armée congolaise. Vous vous souvenez encore de la position des États-Unis d'Amérique? Mais si aujourd'hui le narratif a changé, c'est grâce à ces dynamismes diplomatiques du président de la République. Si aujourd'hui nous sommes arrivés au point même d'obtenir des sanctions contre le Rwanda, sanctions venant de l'Union européenne, des sanctions contre certaines sociétés rwandaises. Aujourd'hui, il y a même une rupture diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Mais c'est grâce à ce dynamisme diplomatique du président de la République. Nous avions obtenu même la suppression de ces régimes de notification préalable d'achat d'armes qui nous a été infligé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est grâce à cette dynamique diplomatique engagée par le président de la République. Et donc aujourd'hui, par rapport à d'où nous venons, je crois que nous avons amorcé des très grands pas sur le plan diplomatique, mais seulement il y a encore de couac dans la faisabilité, parce que c'est celui qui est en face de nous, c'est un ennemi ou un monstre à double tête. Le Rwanda, c'est un État terroriste, c'est un État rebelle. Et vous savez comment est-ce que les terroristes réfléchissent? Ils ne réfléchissent qu'à la logique de sang. Et c'est comme ça qu'ils continuent de tuer. Et donc, après tout, il faudrait que toute la communauté internationale se mette ensemble autour de politiques drastiques et des mesures contraignantes pour imposer le Rwanda à fléchir par rapport aux recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. À défaut de quoi, l'ONU n'aura pas assez de crédibilité à l'égard des États africains. À défaut de quoi, même les États-Unis qui portent le fardeau de diligenter la paix entre la RDC et le Rwanda, cette grande nation perdra son image et sa crédibilité eu égard aux États africains. Et donc aujourd'hui, il faudrait que tous azimuts, les nations se mettent ensemble pour arrêter la barbarie du Rwanda. Mais vous avez parlé que le narratif a changé, mais sur le terrain, c'est pas le cas. Nous allons partir de discours en discours jusqu'à quand? C'est ça aussi le plus grand souci. Pensez-vous que la France ou encore les États-Unis est aussi vrai envers nos vrais sens du mot? Vous savez, quand on parle de la souveraineté est un apanage exclusif de la RDC. Et la question de l'armée relève du domaine de la souveraineté. Sauvegarder l'intégrité territoriale, assurer l'intangibilité des lignes frontalières, protéger les Congolais ainsi que leurs biens, garantir la sûreté de l'État relève de la compétence
de la République démocratique du Congo. Et donc, moi, je suis dans une logique où on ne peut pas attendre que les États-Unis interviennent, ou la France ou l'ONU interviennent pour obtenir le salut du Congo. Il faudrait renforcer notre service de sécurité et défense, doter à l'armée congolaise des moyens nécessaires, un dispositif militaire important pour faire la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un micro-pays. La meilleure façon d'installer la paix, c'est seulement faire la guerre. Non, mais nous n'avons que deux stratégies. Si nous n'optons pas pour la stratégie militaire, ce serait la stratégie diplomatique. Mais attention, la stratégie diplomatique a toujours été de longue haleine. Ça prend du temps, parce que ça demande des négociations, ça demande des accords, ça demande de principes, ça demande de choses. Ça prend du temps. Entre-temps, le comptage de morts de Congolais reste opérationnel. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'un génocide le plus barbare de la planète. La deuxième atrocité après la Deuxième Guerre mondiale de la planète, c'est effectivement les massacres, le carnage, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité commis dans la partie est de la RDC. Quoi de plus normal que toutes les nations se mettent ensemble pour dire non à cette hémorragie de l'insécurité, mais aussi qu'il faille de la responsabilité des officiels congolais de remonter la penche en ce qui concerne l'armée congolaise, parce que le salut du Congo est entre les mains des Congolais. Le salut du Congo est entre les mains de Congolais. Le président de la République, il a parlé aussi des accords de paix qui prévoyaient le retrait de troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo dans les délais de 90 jours. Ces accords ne sont pas toujours respectés jusqu'à nos jours. Parce que le Rwanda, M. Kagame, ne respecte pas les accords. M. Kagame n'est pas un homme respectueux à l'égard des nations, les nations africaines et les nations du monde. Et moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en réalité, M. Kagame cherche à maintenir la crise pour tirer les dividendes économiques. C'est une guerre à dimensions multiples, une guerre asymétrique, qui profite beaucoup plus à l'ennemi qu'à nous-mêmes. Parce que le Rwanda, plus il crée de la désolation, il profite à piller nos ressources premières. Ça veut dire que si la guerre s'arrête pour le Rwanda, ça sera un véritable manque à gagner. Voilà pourquoi la RDC a tout intérêt d'imposer l'arrêt de cette guerre pour que le Congo bénéficie de ses richesses, parce qu'il s'agit des richesses du peuple congolais. Mais face à cette situation où Paul Kagame et le régime sanguinaire du Rwanda, nous devons rester toujours sur ces points, dialogue, où nous, de notre côté, on doit s'organiser aussi sur ces points-là, armés et attaquer. Je l'ai dit. Ouais, il faut s'organiser en interne. Vous pensez que nous sommes prêts? Non, on n'est pas encore prêts. Et d'ailleurs, au vu et au su de toutes les nations qui nous regardent, je pense que la RDC est un tout petit peu ridicule. Face à cette atrocité. Non, mais bien sûr que oui. Un pays qui manque l'argent pour acheter les armes. Mais en même temps, dans ce même pays, on attend des détournements à l'échelon de millions. C'est quand même absurde et contradictoire. Comment les autres nations vont nous respecter aussi longtemps que dans notre pays, il y a des acteurs qui détournent de millions et des millions d'argent qui pourraient servir à l'armée congolaise afin de bouter dehors l'ennemi qui s'installe sur le territoire congolais. C'est paradoxal. Et donc, c'est une question de responsabilité. Et pour ça, nous devons être responsables. Sinon, nous n'aurons pas un héritage à léguer pour les générations futures. Pensez-vous, avec tous ces détournements du jour au lendemain, matin, midi, soir, Maître Manix, pensez-vous que nous avons des hommes d'État, des hommes qui réfléchissent Congo, qui pensent Congo, comme nous l'avons vu avec trop jeunes comme Lumumba, où les intérêts personnels ne primaient pas pour sa personne, mais c'était d'abord les intérêts du Congo. Pensez-vous aujourd'hui que nous avons encore ces genres des hommes d'État qui réfléchissent Congo? Les hommes d'État aujourd'hui sont très rares. Ce sont des hommes à rechercher, avec des myopes d'ailleurs. Et j'estime que ces hommes, on le retrouverait essentiellement en dehors de la sphère politique. Dans l'arène politique congolaise,
ceux-là qui opèrent ne sont que des acteurs politiques, des politiciens tout simplement, et non des hommes d'État. Vous avez évoqué le cas de Patrice Emery Lumumba. C'est un homme d'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons nos acteurs politiques congolais, vous voyez quelqu'un à la cabine de Patrice Emery Lumumba? Je n'en vois pas. Même si M. Constant Moutamba essaye de s'accommoder à ces profils-là. Ça veut dire que nous avons perdu de plus en plus des hommes et femmes, des qualités dans la machine politique du pays. Mais pourquoi? C'est parce que cette machine, à une certaine mesure, a été rouillée des phénomènes politiques qui entourent. Et nous avions même quitté de la démocratie classique à une forme de particratie nocive et toxique à la santé de la République. Aujourd'hui, regardez comment les partis politiques prennent le pays en état. Aujourd'hui, pour devenir directeur général d'une entreprise, il faut être membre d'un parti politique. Pour devenir recteur d'une université, il faut être membre d'un parti politique. Allez regarder les différentes entreprises et services publics de l'État sont pollués par des agents venant des partis politiques, dépourvus d'une certaine qualité, background et capacité intellectuelle pour représenter valablement ces entreprises. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de dire que ce sont les politiques qui ont détruit en fait la gestion publique, encore la gestion de la République. Effectivement, ce sont les hommes politiques qui détruisent ce pays. Vous savez, je suis arrivé à un certain moment où je me rends compte que les Belges ont aimé le Congo plus que nous-mêmes, le Congolais. Ah bon? Ah ben ouais. Je le dis et je l'assume. C'est un peu d'être de même avis que vous. Hein. Ouais. C'est un peu d'analyse de voir le Regardez chose. Kinshasa par exemple. C'est un héritage qui nous a été doté par le colon belge. Le colon belge a conçu un plan urbanistique qui correspond à une démographie bien précise. Et c'est sur base de cela qu'on a construit des routes. Par rapport à une démographie de 500 000 habitants pour la ville-province de Kinshasa. 64 ans, 65 ans plus tard, nous utilisons la même ville sans créer de route, sans adapter la ville par rapport aux besoins de l'heure, mais avec une démographie qui avoisine près de 20 millions d'habitants. Quoi de plus normal qu'il y ait des embouteillages, la promiscuité, les érosions et toutes les conséquences d'ordre sécuritaire, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan social, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Tout ça, c'est parce que les politiques d'aujourd'hui n'ont pas d'intelligence d'adapter Kinshasa par rapport aux besoins des leurs. Quand vous regardez l'université de Kinshasa, sous le Belge, l'université de Kinshasa, sous le Congolais que nous sommes, vous allez conclure comme moi, le Belge aime le Congo plus que nous-mêmes, le Congolais. Boulevard du 30 juin, la ville de Gombe, sous les colons belges, la ville de Gombe, sous nous-mêmes, Congolais, vous allez conclure avec moi que le Belge aime le Congo plus que nous-mêmes, le Congolais. Pensez-vous que c'est question de mentalité? On n'était pas encore prêt à prendre les choses en main. Et pourquoi on a accepté de prendre les choses en main? On précipitait les choses. Et si on n'était pas prêt, pourquoi on a accepté de prendre les choses en main? Ce n'est même pas une question d'être prêt ou pas. C'est simplement parce que nous avions choisi des gens qui ne pouvaient pas être là. Des gens qui ne méritent pas de diriger une grande nation comme le Congo. Des gens qui n'ont pas la passion de la République. Des gens qui n'ont pas un cœur attaché à l'État. Des gens qui n'aiment pas la patrie. Des gens qui ne sont pas animés du nationalisme républicain. Voilà pourquoi on tire les mêmes conséquences. Et on tourne à rang. Ça, c'est un grand souci. J'aimerais bien qu'on puisse finir sur ces points ici avec une dernière question, Maître Manix, qui va aller toujours sur le même sphère du dialogue et de l'Est de la République démocratique du Congo. La CENCO et l'ECC appellent à la fusion de différents processus de paix en cours de Nairobi, Luanda Doha et Washington pour mettre fin au conflit en cours de l'Est de la République démocratique du Congo pour un dialogue inclusif. Votre position, Maître Manix? Moi, je suis très fatigué avec cette histoire des églises. Je suis très fatigué. De toutes les façons, toutes ces personnes qui tuent le pays sont des membres des églises. Et c'est les églises
se sont déjà permis de faire ne serait-ce qu'un état des lieux sur la qualité de ces croyants. Ces croyants qui détiennent les bâtons de commandement de la gestion de la République. C'est lui qui est à la tête de ce pays. C'est un membre de l'Église ou pas? Martin Fayoulou, opposant de son État, c'est un membre de l'Église ou pas? Corneille Nangaa qui se rebelle contre la nation, c'est un membre de l'Église ou pas? Ça veut dire, le premier travail que l'Église devrait faire, c'est le travail d'aller vers ces gens-là, ces âmes perdues, et les prêcher la parole de Dieu. Non, ce sont des âmes perdues. C'est des chrétiens qui n'ont pas une certaine qualité. C'est des chrétiens qu'on ne pouvait pas proposer à la société congolaise. En réalité, le travail de l'Église devrait être celui-là. Travailler comment formater l'âme de ces croyants qui sont à la tête des institutions. Malheureusement, les églises sont devenues, je veux dire, une continuité des partis politiques sous une autre forme. Certains font la politique avec des soutanes. D'autres font la politique avec le col pastoral. Finalement, il n'y a même pas de différence entre ceux qui sont dans des partis politiques et ceux qui sont à l'église. De toutes les façons, sur cette question de dialogue, vous pensez vraiment qu'on peut avoir un dialogue dans ce pays si ce dialogue n'est pas convoqué par le président de la République? Et si on accepte que le dialogue soit convoqué par le président de la République, qui doit juger de l'opportunité de ces dialogues, du bien fondé de ces dialogues? Qui doit déterminer les termes des références? N'est-ce pas le président de la République, symbole de l'unité nationale? Ça veut dire, église ou pas, si vous voulez qu'il y ait les dialogues, vous devez vous conformer par rapport à la position du président de la République. Et c'est par là que le dialogue sera intégral, un dialogue national qui mettra tout le peuple congolais sur une table autour des questions sensibles de l'État. Ne pas le faire, je pense que cela serait perçu comme un acte de rébellion. Mais Maître Manix, pensez-vous que le dialogue est la meilleure solution pour nous faire sortir de cette crise? Le dialogue a toujours été notre traditionnalisme politique congolais. C'est notre culture d'arbre à palabre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est depuis la conférence nationale souveraine, le dialogue intercongolais, le dialogue des Saint-Sylvestre, les consultations nationales, les concertations nationales. C'est ça notre culture. Je voudrais peut-être mettre un petit accent sur cette approche du dialogue. Vous savez, la République démocratique du Congo est régulée sous deux ordres constitutionnels. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de la Constitution écrite, celle du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011, et l'ordre de la Constitution non écrite, ce qu'on appelle autrement la coutume constitutionnelle. Les deux ordres créent deux formes de démocratie, ou deux modèles de démocratie. Il y a d'une part la démocratie constitutionnelle qui se fonde sur les valeurs électoralistes, fondement de la légitimité des institutions établies. Et de l'autre côté, vous avez un autre modèle qu'on appelle la démocratie consensuelle qui se fonde essentiellement sur les consensus et les dialogues. Ça veut dire à chaque fois qu'on opte pour le dialogue, en réalité, on déroge les cadres constitutionnels établis, les cadres constitutionnels en vigueur. Je vous donne des exemples. Au nom de quelle disposition de la Constitution écrite qu'un opposant peut devenir Premier ministre du pays dans un contexte où la majorité est à la merci du pouvoir en place? Il n'y a que le dialogue qui peut rendre cela possible. Dans quelle disposition de la Constitution Joseph Kabila s'est permis de diriger ce pays au-delà de son mandat qui devrait s'arrêter depuis le 19 septembre 2016? La réponse, c'est le dialogue. Ça veut dire le dialogue, en réalité, crée ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle. Et lorsqu'on parle de la coutume constitutionnelle, c'est l'ensemble des usages, des pratiques répétées qu'on utilise dans un contexte politique pour apporter des solutions idoines aux problèmes politiques donnés. Ce qui voudrait dire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a deux constitutions, je l'ai dit au début. Nous avons une constitution écrite
Et nous avons une constitution non écrite qu'on appelle la coutume constitutionnelle, matérialisée par les pratiques des dialogues que nous avions déjà consacrés dans ce pays depuis la conférence nationale souveraine. Alors, à ceux qui pensent qu'il y aurait un changement de la constitution, je peux leur dire, la République démocratique du Congo est en plein changement de la constitution sans que la constitution soit changée. C'est de la philosophie constitutionnelle. C'est une dimension transcendantale du droit constitutionnel. Ça, même si vous opposez cette réflexion à Peter Kazadi, à, je sais pas moi, Augustin Kabouya, ils ne comprendraient pas cette dimension. Nous sommes en plein changement de la Constitution sans que la Constitution soit changée. C'est un peu compliqué. Parce que nous avons inséré dans la gestion de la res publica des pratiques qui ne viennent pas de la Constitution écrite. Et parmi ces pratiques, il y a le dialogue. Je vous ai donné des cas. Ça veut dire, si les gens acceptent le dialogue, ces gens-là doivent aussi accepter que le fait que le président Tshisekedi doit rester au pouvoir après 2028. Au nom de la coutume constitutionnelle. Parce que les dialogues fait partie des usages politiques, des pratiques politiques que nous avions incrustées dans la mentalité politique congolaise depuis la nuit des temps. C'est ça, la coutume constitutionnelle. Donc, selon vous, Maître Manix, opter pour le dialogue n'est pas une bonne chose en fait. Nous allons tourner à rond. Je voudrais que vous en arriviez là. En réalité, le vrai dialogue, c'est la Constitution. La Constitution, c'est l'expression directe de tout un peuple. Vous êtes de même avis avec ce dont tu souhaites assez que qu'on puisse changer la Constitution, mais revoir la Constitution? Je vous ai dit, la Constitution a déjà été changée sans que la Constitution écrite soit changée. Du moment où nous avions inséré dans l'ordre constitutionnel congolais une coutume constitutionnelle, nous avons déjà changé la Constitution. Mais seulement, moi, je préfère le changement des mentalités des acteurs politiques congolais que le changement de la Constitution. Parce que le problème de ces pays n'est pas un problème normatif, mais plutôt un problème anthropologique. Et donc, c'est l'homme qui est au centre de toutes les préoccupations, de tous les enjeux politiques. Si réforme constitutionnelle il y en aurait, moi je proposerais la réforme de l'homme politique congolais. Si Kamere ne change pas, vous pouvez changer 10 000 fois la Constitution, le pays restera le même. Si Nicolas Kazadi ne change pas, vous pouvez changer 10 000 fois la Constitution, le pays restera le même. Maître Manix, vous avez un problème avec non, la personne de M. Ce n'est qu'un exemple. Non, mais si les prédateurs en général, les détourneurs de deniers publics de l'État ne changent pas, à quoi servirait le changement de la Constitution? Entre nous soit dit. Donc on doit d'abord par commencer à changer l'homme politique. Il faut changer d'abord l'homme politique, changer la vie du peuple congolais et après changer la Constitution. Pensez-vous que ça serait un pari gagné? Parce que même l'ex-président Joseph Kabila n'a pas pu même changer un seul Congolais. Et ils allaient regrener pour la vie peut-être. Et moi je n'ai jamais regardé Joseph Kabila comme l'unité de mesure de la gestion. Vous avez cité Joseph Kabila, citez aussi Manix Iyenda. Mettez-moi dans la gestion et vous allez voir ce que je vais apporter comme changement dans l'homme congolais. Mais vous-même, on vous traite deux fois comme Kamere, vous n'avez pas de position. L'autre fois avec Matata, vous changez avec Guilwando, vous tournez là et tout. Non, mais c'est parce que les gens pensent que les idées politiques portées par un acteur s'identifient par rapport à un homme. Non. Le combat de Manix Iyenda en tant que valeur, en tant que paradigme de gestion, ne se réfère pas à tous ces hommes que vous venez de citer tout à l'heure. Je peux être avec Matata, tant que je reste avec mes valeurs, je peux être avec Guilwando, je resterai avec les mêmes valeurs. Lorsque je dis non au changement de la Constitution, je suis avec le président Tshisekedi ou pas. Je soutiens le président Tshisekedi ou pas. Le mal, c'est que dans notre pays, lorsqu'on soutient un camp, on doit devenir l'esclave de ces camps. Lorsqu'on soutient le président de la République, tout ce que le président fait, tu dois être d'accord avec ça. Et c'est comme ça que lorsque moi, j'avais osé de dire non au changement de la Constitution, beaucoup de gens m'ont traité des caméléons, comme vous le dites. On m'a même rayé dans la liste de certains partenariats politiques que nous avions eus
avec certains officiels de la République. Et même lorsque la première dame avait convoqué les gens autour de cette cérémonie sur la fondation Denise Nyakero, mon nom y était, mais on a ri. Pourquoi? Parce que Manix combat le changement de la Constitution. Non. Je suis ces jeunes-là capables de dire non à M. Matata. Vous aurez peut-être l'occasion d'interroger à M. Matata. Il sait comment on faisait le franc jeu. Dans le réunion, allez interroger M. Chamala, le secrétaire général du parti LGD. Ils savent les degrés d'indépendance d'esprit d'un jeune que je suis. Lorsque je suis d'accord, je suis d'accord. Mais quand je ne suis pas d'accord, moi je l'assume. Mais malheureusement, les partis politiques, c'est voilà une affaire d'un individu. Si tu ne réfléchis pas par rapport au président national du parti, on te fout dehors. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui sont devenus comme des chaises à louer. Hein. Bakitia plastique à louer. PPRD est loué, même jeune. UDP c'est loué, même jeune. Donc comme il y aura brouette. Ton servir car on a parti politique pour que ndako etongama. Pour que ndako etongama bazu brouette ba chepembeni. Ba politicien ba commis si ba jeune comme ba chaise publique comme montonyo soit vandelaka. Comme ba échelle pour mata akoma monene akoma moto monene azo poste il faut mater l'escalier to kobenga ba jeunesse. Non. Pensez-vous que la jeunesse sont dans la distraction pour comprendre cela, qu'on est juste en train de les réutiliser? Les jeunes sont manipulés, oui. Les jeunes doivent couper cette main tendue. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Dans la plupart des cas, non. Les jeunes ne sont pas conscients. Manque de travail, manque d'argent, c'est ce qui pousse à certains jeunes à adhérer dans des visions peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ça aussi, c'est une raison. Mais ce n'est pas parce que moi je manque l'argent que je dois faire preuve des antivaleurs. Non. Ce n'est pas parce que je manque l'argent, je dois commencer à voler quelque part. Non. Ce n'est pas parce que je manque du travail que je dois tenir la machette pour couper les gens la nuit. Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que le jeune essaye de monter au créneau et de comprendre que l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. Malheureusement, c'est lui qu'on a placé à la tête de la jeunesse ne comprend absolument rien. Encore une fois, c'est les effets de la particratie. Elle a été choisie sur base de quoi? Vous pensez qu'elle ne mérite pas cette place-là, Madame Non, mais vous savez, moi, je croyais à cette dame. Qu'est-ce que vous reprochez à Madame Grasse-Coutinho? Elle est en deçà du standard moyen. Elle est plus bas que sa prédécesseur. Oh là là, ça c'est fort ce que vous avez. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Qu'est-ce qui vous pousse? Je pouvais être prêt à l'accompagner parce que je n'ai jamais été d'accord avec celle qui était avant elle. Mais là, c'en est de trop. Le jeune Congolais ne mérite pas une telle représentante. Qu'est-ce que vous reprochez à Madame Grasse-Coutinho? L'incompétence, l'incapacité, la dichotomie entre la fonction et celui qui assume la fonction. Il y a un grand divorce. Il y a un grand divorce. Je suis désolé. Et c'est regrettable pour l'avenir. Pour un pays qui a la jeunesse comme levier du développement, ben je crois que là, on est en train de naviguer dans le vide. La carte a été mal choisie. Ben, j'ai toujours dit le président de la République est comme un entraîneur. À un moment donné, biso public, comment en vouloir l'entraîneur si l'entraîneur n'arrive pas à comprendre que tel joueur est fatigué et il doit le faire sortir. C'est le président qui sera redevable. Devant son peuple. Devant son peuple. Lorsque vous voyez tout ce que vous voyez, voilà, ce qu'elle fait là, Madame la ministre de la Jeunesse. Je me demande, les présidents se sentent comment? Ne serait-ce que lorsqu'il voit la ministre de la Jeunesse, Grasse-Coutinho, prendre la parole. Le président se sent comment? Vous voulez juger juste par rapport à ses dires ou sur le terrain? Parce que côté terrain, on a mon Coutinho, mais juste dans ses dires. Vous voulez juger juste naba interview? Na terrain ou à Kotakam. Au moni Maramboya, Grasse-Coutinho, ils ont au-delà, il y a forme grammaticale. Ils ont au-delà, il y a erreur de français. Moutogolo ba français ma bé mais otikali cohérent.
Au cours le français, mais aux a une certaine logique. Lui, son problème, c'est le contenu. Elle n'a pas de contenu pour non, mais elle n'est pas cohérente. Pas du tout, elle n'est pas cohérente. Ça veut dire, si elle n'est pas cohérente, c'est-à-dire au-dedans d'elle, il y a un vide qui plane. Un vide qui plane. Il y a un vide qui plane. Oh là là. C'est-à-dire qu'elle n'a rien dans sa tête. Alors elle fait des efforts. Non mais je vous dis vrai. Vous allez loin. Non mais je suis désolé. Ministre d'État quand même. Non mais est-ce qu'elle peut nous dire qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place comme politique publique dans le cadre de ces ministères de la jeunesse? Elle vient à peine de commencer. À peine de commencer. Bah écoutez, à peine de commencer. Qu'est-ce qu'elle a comme projet? Qu'est-ce qu'elle a comme paradigme de gestion? Elle vient nous balancer encore cette histoire. Tomber en désuète, cette histoire de consultation de la jeunesse congolaise. C'est du n'importe quoi. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit, la meilleure consultation serait le fait pour elle en tant que ministre de la jeunesse. Ayaga Ana Gombea. Ayana Botour. À identifier les jeunes au Botour. À Zouabango. À assurer une prise en charge en termes de formation technique de ces jeunes, à équiper Botour comme une véritable centrale d'électronique en ce qui concerne la réparation de téléphones, tablettes et ordinateurs. Et lorsque les jeunes ont aussi sa formation, comme une plus-value pour la société. Vous pensez que c'est aussi un problème d'entourage, d'avoir ces genres de personnes qui réfléchissent comme ça? Non, écoutez, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Vous ramenez directement sur le point, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvaises. Bien sûr que oui, vous l'avez dit. Le problème, c'est elle. Ce n'est même pas un problème d'entourage. Vous savez, si dans la vie, il faut savoir qui on est. Il faut qu'on ait des limites, qu'on ait des faiblesses, puis qu'on ait des qualités. Je vous donne un exemple. Vous savez, Matata n'est pas un économiste aussi exceptionnel que ça. Vous pouvez interroger la plupart des économistes, on vous dira Matata, c'est un économiste moyen. Mais il s'était fait entourer de grands économistes qui couvrent ses imperfections, ses insuffisances. Et tout était à la gloire des Matata parce que ce gens-là travaillaient et ils produisaient des intelligences portées par Matata. Ce qui manque à Madame Grascoussino, selon vous dire. Non mais d'abord, il faut qu'on dise que Naza limité. Et ce qu'on dit qu'on a limité, au bien c'est ce qu'on bateau autour de toi pour que on va couvrir. Donc selon you, à zone d'imité qu'à limité. C'est ça en fait. Là, vous savez, ça a toujours été difficile d'être en face d'un ignorant et en même temps orgueilleux. Quand on est ignorant et en même temps orgueilleux, c'est gâté, comme disent les Ivoiriens. C'est mal parti. Il faut être humble. Donc vous pensez pas que Madame Grasse va relever le défi de cette ministère? Non, j'ai pris le temps de le regarder. Non, il faut même pas s'attendre à quelque chose. Il faut même pas. Ça ne sera pas possible. Sinon ils allaient oser là. On go baba kalinga balona qui ose la skoye bota. Maître Man, c'était un réel plaisir de vous avoir pendant ce très bon moment de sentiment partagé. Il y a une partie ici qui est photo, il y a 2 photos qui vont défiler. Vous aurez juste à donner votre avis. Je pense que sur ces points-là, on va finir et on va se dire bye bye. Voilà, Bestia, tu peux nous aider avec la première photo, s'il te plaît. Ouf. Monsieur Jules Linguetz. Oh là là, celui-là, c'est un modèle référentiel de gestion. C'est un modèle en termes de discipline. Jules Alinguete est le symbole de la révolution financière, le symbole de la rigueur financière, de la discipline dans la gestion de finances publiques de l'État. C'est un homme brave. C'est un homme qui a tellement une forte personnalité et qui a imposé sa personnalité à l'égard des prédateurs, au point que même le plus grand voleur de la République commençait à avoir peur de Jules Alinguete. Pensez qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Malheureusement, je suis dans un deuil de voir l'IGF qui était exhumé de sa tombe, aujourd'hui revenir dans son état initial. Cet homme que vous voyez,
nous a sauvés du grand danger financier. Cet homme que vous voyez, Jules Alinguete, a sauvé la République de ces grands ou la grande hémorragie financière. Grâce, effectivement, à son contrôle financier a priori. Vous savez, lorsqu'il a commencé avec sa méthode de contrôle, il avait mis en place 3 types de contrôle. Le contrôle a priori, le contrôle a posteriori et le contrôle concomitant, le 2. Mais il s'est rendu compte que le contrôle a posteriori, qui est un contrôle curatif, à chaque fois on traque ceux-là qui détournent déjà l'argent de la République. L'IGF dresse un rapport et il soumet le rapport au parquet, c'est-à-dire à la justice, et puis après, il n'y a aucune solution. Il a compris, et ses managers financiers a changé sa méthode en mettant beaucoup plus d'accent de contrôle sur le contrôle a priori. Ces contrôles, c'est un contrôle préventif, bien entendu, qui impose de principes des gestions de finances publiques à respecter au préalable avant d'exécuter un quelconque projet touchant les finances publiques de l'État. Et ces contrôles-là nous a sauvés du plus grand danger financier dans ce pays. Ce contrôle-là a permis à l'État congolais de récupérer un peu beaucoup plus d'argent qui était perdu dans la fraude, dans le gabegie financier, dans la concussion, dans la corruption et dans le détournement de toutes ses formes. Malheureusement, cet homme n'est pas là. Regardez les niveaux du contrôle de l'IGF aujourd'hui. Ce n'est plus à la hauteur? Non, mais pas du tout. L'inspecteur en chef de l'IGF aujourd'hui, dans si peu de temps, il va totaliser 6 mois de gestion. Comment trouver ça? Comment trouver déjà sa gestion? Non, mais c'est un vide. C'est un vide. L'IGF est en train de mourir. Et Bissou se doit au tal. IGF est beaucoup fort. C'est pas question de communication, bien de publicité, parce que Jules Alinguete, c'est tout le monde qui parlait de Jules Alinguete. Il avait des communicateurs. Peut-être sur cette allure-là, chef Asikalinko soit option en attière. Soyez beau baraté. Nakatia IGF. C'est prévu une rubrique pour la communication. Il y a même un budget. Parce que l'IGF doit communiquer ses actions. Sauf que Alinguete a communiquer sur ses actions existentielles. Et ça parce que Misala est Zalaki. Parce que soit Misala est Zate, il va communiquer na nini, na mon pépé. On va communiquer na nini. Ça veut dire aujourd'hui il y a un grand vide. IGF fait qu'au Koufa, Torotal. Et le gars Tigali, ils avaient un tout ça catafalque. Toute sa photo à IGF, toi la tabilama mundu, toi la matanga, toi le kunda IGF, toi ça la 40 jours, peut-être le bas, moli moi IGF et se reposer na kimia. Grand respect à cet homme, Jules Alinguete. Dans les acquis, Yortinda, moi n'amboka Jules Alinguete na. Sokingai nazalaki tata mokonzi amboka. Même si Jules Alinguete avait atteint l'âge requis pour la retraite, j'allais le maintenir au nom du salut du peuple. Parce que c'est un homme brave. C'est un homme courageux. Pour vous, ce n'était pas le bon moment, non, ce n'était pas le bon moment. Voilà, aujourd'hui, on en pleure. Aujourd'hui, c'est le deuil. L'IGF faisait le roi, l'IGF à Soukabila. L'IGF faisait le roi, l'IGF à Kala. Tous ces inspecteurs au bazar, au Sahani. Inspecteur à l'IGF au bazar, Siko, au Sahani. Quelle est la qualité du contrôle de l'IGF sur les entreprises publiques de l'État, sur les membres du gouvernement, sur tout gestionnaire des finances publiques de l'État? C'est un problème. On continue de pleurer. Deuxième photo, Bessel. Prince de paix. C'est son nouveau nom? Prince de paix. Vous savez, à chaque fois quand je regarde cet homme, il y a un mot qui me revient à l'esprit. C'est quel mot qui vous revient? Révélation. Cet homme va surprendre beaucoup de Congolais. De quoi vous parlez, Maître Manix? Cet homme ne sera pas classé par la volonté des hommes, mais par la volonté de la nature. Cet homme sera grand. Et son nom sera des marbres dans le panthéon de l'histoire politique de ces pays. J'ai eu à partager des moments un peu beaucoup plus étroits avec cet homme
et j'ai vu le niveau de la probité morale. J'ai vu son niveau de résilience et ses capacités de dire non aux antivaleurs. Constant Moutamba, prince de paix. Pensez-vous qu'on a précipité sa chute? Malheureusement, la prison n'a jamais été une finalité pour un acteur politique. Lumumba a été arrêté. Nelson Mandela a été arrêté. Lula du Brésil a été arrêté. Et aujourd'hui, au Sénégal, le jeune, il a été arrêté. On l'a arrêté injustement. Permettez-moi de passer quand même un petit message à ceux qui ont détenu Constant Moutamba. Cet homme est dans une situation très critique. Il a été atteint à plusieurs reprises par un empoisonnement. Même le jour de verdict, vous avez vu, on lui a amené son sachet, on l'a amené son sachet de médicaments. Il prend des médicaments parce qu'il a été atteint du poison. Mais là où il est aujourd'hui, dans un cachot, ensemble avec les badauds de Kinshasa, les Koulouna de Kinshasa, ministre d'État honoraire de notre pays, qui a servi loyalement la République, est dans une situation critique. Il ne sait pas contacter ses médecins. Non mais dans une telle condition, qui va le voir? Ça veut dire tout ce que nous demandons, c'est de le mettre à l'abri. À l'abri. J'ai même vu la condamnation de Nicolas Sarkozy. Les conditions d'incarcération, on dit, vu son statut d'ancien président de la République, il ne partagera pas sa cellule. Il ne partagera pas sa cellule. Ça veut dire à un certain niveau, il faut quand même, surtout pour un innocent. Mais papa, ce que tu me dis, tu Moutamba bakangi pour nani. So eza pour mbongo à l'État, tika robongata. Mbongo pe zonga na libenga l'État. C'est pas seulement que la tête de Constant Moutamba de... Non, Moutamba est une graine. On n'enterre pas une graine. Je crois beaucoup en cet homme. Je lui ai resté fidèle parce que c'est un ami, c'est un frère. Tu vas pas changer comme tu as changé. Non, avec mais pas du tout. Non, même, enfin, écoute, ne m'amenez même pas au terrain de comparer Matata et Constant Moutamba. Sur ce point, de fois, on a peur de vous, maître. Non, mais malheureusement... Vous avez cette facilité de changer des cas du jour au lendemain. Malheureusement, quand vous comparez Matata et Moutamba, sous l'angle de la justice, Matata a fui. Et Moutamba est là, dans un cachot, parce qu'il a affronté la justice tout en sachant qu'il est innocent. Est-ce que l'histoire va restituer Matata, qui ça? Merci pour le lapsus. Dans les jours à venir. L'histoire les rétablira. Et déjà même dans les tribunaux du peuple, Moutamba a déjà été acquitté par le peuple. C'est pour la première fois de voir un peuple qui soutient, c'est lui, entre guillemets, qui a détourné l'argent du peuple. Pour une première fois. C'est pour la première fois. Kamere a été poursuivi par le Parlement. Vous avez vu une certaine frénésie du peuple autour. Même ses propres membres de l'UNC ne l'accompagnaient pas. Parce qu'ils savent que Kamere n'est pas correct. Et tous ces gens-là qui venaient devant la parcelle de Moutamba, ce n'était pas le membre de son parti. Et vous avez vu comment la jeunesse a soutenu cet homme. Je répète, Moutamba, c'est un acteur politique révélateur. Je sais que dans le radar des politiques, ils disent peut-être que demain, ça sera Bemba, peut-être que demain, ça sera Kabila, peut-être que demain, ça sera Fayoulou. Il y aura des surprises. Troisième photo. Baleine. Lui, c'est mon frère. L'homme de la Chouapa. Je suis de la Chouapa. Beaucoup là. Ouais. Beaucoup là, Guy Luando. Vous savez, Bato Bele Baebi, relation n'a pas pensé à Guy Luando malamute. Est-ce que vous avez toujours une relation à bien Totika et Karabou? Comment Manix Iyenda peut lâcher un frère
Parce que celui qui a la dimension même, il y a ma Kila. Guy Luando, c'est mon sang. Mais tu l'as fait, tu l'as lâché. Non. Malheureusement, Bino Soukara, on a ma posture, il y a ma réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu puisses quitter le navire? Il y a Guy Luando. J'ai toujours collaboré. Et je continue de collaborer avec cet homme. Et c'est pour une raison. C'est quoi la raison? Je n'ai jamais vu Guy Luando échouer dans quelque chose. Je n'ai jamais vu Guy Luando perdre une bataille. Pour la seule raison. C'est un homme discipliné. Hautement discipliné. C'est un homme passionné de son travail. Il y a eu des fois, on se sépare avec ces messieurs à 2 h du matin. Mais à 6 h 45, ils t'appellent pour travailler ensemble. Vous imaginez les degrés d'abnégation, d'engagement, le degré du travail. C'est un homme exceptionnel. Passionné de sa patrie. Un homme généreux. Un homme bien, un homme coopératif, un homme relationnel. Et lorsque le gens lui a confié même, lorsque le président de la République, allais-je dire, lui a confié le ministère des Relations avec le Parlement, nous tous, on ne le croyait pas. Même moi, je ne croyais pas à Guy Luando. Je me disais, ça c'est un garage. Il ne va rien faire. Mais au bout de compte, comme toujours, je l'ai dit, Guy Luando n'échoue jamais. Il a essayé de donner du sens à ce ministère de l'aménagement du territoire. J'ai vu les degrés de participation de Guy Luando dans Otokobenga, le Grand Équateur. Je peux vous le dire, main sur le cœur. Il n'y a eu jamais un acteur politique de l'Équateur qui s'est investi pour l'épanouissement et le développement de l'Équateur comme cet homme. Niba José Makila. Non. J'ai bien dit, je n'ai jamais vu. Allez à l'Équateur, le Grand Équateur. Vous verrez les traces de Guy Luando dans chaque ville, territoire, chef-lieu et province. Si vous ne voyez pas une école, vous verrez au moins un hôpital. Si vous voyez un hôpital, vous voyez un Nzela, il y a Guy Luando. Si vous voyez un Nzela, vous voyez un stade, il y a Guy Luando. Guy Luando, c'est le seul ressortissant du Grand Équateur où a tiré une trace indélébile. Ni au Kotanga na Équateur, ba colon belge. Je ne voudrais pas entrer dans une polémique, mais cela est une réalité. Et s'il essaye d'apporter quelque chose pour ces peuples-là, c'est parce qu'il a un cœur attaché à la République. Et le chef de l'État, en réalité, il a besoin de gens comme Guy Luando. Des gens qui sont prêts à tout donner pourvu que la République avance. Vous considérez comme homme d'État? Mais bien sûr, Guy Luando, c'est un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui se considère comme un serviteur de l'État. Et depuis que je l'ai connu, il se considère toujours comme le serviteur de l'État, le serviteur du peuple. Et dans sa logique de travail, il met d'abord les autres en avant-plan. J'ai eu à parler avec sa mère. Et sa mère nous a relaté son histoire. Et c'est par là que j'avais compris qui est devenu Guy Luando aujourd'hui. Même depuis qu'il était enfant, tout ce qu'on lui donnait à la maison, c'est un témoignage qui nous a été rapporté par sa mère. Les beignets, de l'eau, le pain, il donnait à ses amis. Et lorsque je l'ai vu dans sa fondation Widal, c'était la reproduction exacte de son état du cœur, mais cette fois-ci, pas pour ses amis, pas pour sa famille, pas pour sa mère, pas pour ses enfants, mais c'est pour un peuple. Grand respect à cet homme. Guy Luando, je l'aime. Une dernière photo pour finir. Ouf! Ah, quand même. Je ne m'attendais pas à cette photo de toutes les façons. Aujourd'hui, c'était pas culture, mais vous nous ramenez dans la culture. Mais bon. Il y a un mot à placer là-dessus. Vous savez,
Beaucoup de gens ne connaissent pas Fally. Beaucoup de gens ne connaissent pas Fally. Pour moi, il a toujours été un grand frère. C'est un homme bien. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait. Ami Bengara Aigle, parce qu'Ayebi, Fally a une longueur d'avance, Moro. Ayebi que dans 10 ans, on va exactement à un niveau tel. Et pour ça, il investit aujourd'hui. J'ai eu à parler avec des artistes. Mais je n'ai jamais vu un artiste aussi discipliné comme Fally. Je n'ai jamais vu un artiste aussi sévère comme cet homme. Je n'ai jamais vu un artiste aussi passionné comme ce monsieur. Par moments, je me dis, est-ce que Fally c'est vraiment un artiste musicien? Au lieu de la Liboso, Fally, c'était quelque part, ici à Gombe. Curieusement, on a écouté la documentaire à Donald Trump. Hein? Je ne voudrais pas citer les noms des gens qui étaient là. Il y avait, enfin, je me permets quand même de dire 2, 3, 4 personnes qui étaient là. Patrick Bakala, Manolo Baki. Et il regardait les documentaires et puis il faisait un petit commentaire. Il faisait une étude comparative entre la posture orale de Donald Trump et la capacité orale de Barack Obama. Ça m'avait tiqué quand même. Hein. Je me suis dit, c'est quand même intriguant. Pour un artiste congolais. C'est incroyable. Deuxième chose. Peut-être que les gens ne le savent pas. Je n'ai jamais vu Fally dire quelque chose de mal à l'égard de Koffi Olomide. Fally est l'un des artistes qui n'oublie jamais d'où il vient. Cet homme, même si tu fais un mauvais commentaire sur Koffi Olomide, même si tu viens lui raconter quelque chose sur Koffi Olomide, rassurez-vous que Fally ne va dire aucun mot sur ça. Ni en bien ni en mal. Ni en bien ni en mal. Cet homme ne se permet pas, même dans l'invisible, même lorsque les gens ne sont pas là, même dans le privé, il ne se permet pas de manquer du respect à Koffi Olomide. C'est tellement exceptionnel. Peut-être que Koffi ne le sait pas. Hein? Peut-être que Koffi, dans sa tête, il s'est dit, ben, Fally parle de moi, il parle de mal de moi. Et non, non. Je peux rassurer à Koffi Olomide. Et c'est que je le dis, je ne le dis pas pour faire plaisir à Fally Ipupa. Mais c'est une vérité que j'ai vue. Cet homme ne parle jamais du mal de Koffi Olomide. J'ai bien dit, jamais du mal de Koffi Olomide. Et j'ai toujours dit, le jour où Fally essayera de répondre aux insultes, aux attaques, aux invectives de Koffi Olomide, ça sera la fin du Fally. La raison pour laquelle il a compris, c'est là, il ne veut pas entrer dans ces jeux ou céder sur cette optique. Heureusement que Fally a compris la règle de la grandeur. Tu ne peux pas être grand si au départ, tu n'es pas, si au départ, tu n'es pas humble. Et tu ne peux pas être humble si à la base, tu n'es pas grand. Parce que humilité, Zali, capacité à monter à mon néné, mais c'est ça l'humilité. Ils ont la fausse modestie à la personne de Fally. Moi, humilité n'est pas au bateau à juger. Tokoma na aéroport à Charles de Gaulle. J'ai vu Bissoba invité à Fally. Chacun était en train de prendre son taxi pour aller chez lui. Cet homme, vu son niveau, vu l'aura, il voulait s'assurer que Nyonso a eu moyen de transport et a kende na place où Sengeli. J'étais la dernière personne. Parce que dans l'os, elle a une sœur qui était en route. Je l'avais appelée. Elle était déjà en route. Elle venait pour me prendre. Et Fally voudrait s'assurer si j'avais une adresse où aller.
Et il vient vers moi, il dit, maître, c'est comment? Je lui dis, non, il y a ma soeur qui arrive. Il n'était pas assez sûr. Il dit, non. Appelle-la. J'ai appelé ma soeur. Elle a répondu. Il fallait a entendu. C'est alors qu'il était sûr que j'avais une adresse. Et puis, à Zélie. Si c'est un commis. Sœur Nanga a commis. C'est alors que Fally Ipupa était parti. Dans un muta souka en fait. Muta souka rokende na biso batu nyonso toyaki na délégation na. Et vous appelez un homme pareil, quelqu'un de sans cœur, de pas généreux, d'orgueilleux? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord de même avis avec monsieur honorable Godin Poy? Je vais bien lire. Il dit le jour où nos dirigeants agiront comme nos artistes musiciens, entre guillemets, les gens ont plus parlé de Fally, le Congo prendra une autre allure. Non, mais il n'a pas tort, il a raison. Il a raison. Parce que quand vous prenez l'attitude d'un homme comme Fally, par exemple, même sur le plan de crash, de polémiques inutiles, sur le plan politique, vous pouvez le prendre comme modèle. Parce que lui ne passe jamais à la télé pour répondre à toutes ces personnes qui l'insultent. C'est un modèle. Même sur le plan de la stratégie de communication. Les gars, il utilise ces éléments de communication au temps voulu. Pour Fally, une photo compte pour sa communication d'image. C'est quelqu'un qui veille sur le détail. C'est quelqu'un qui est très exigeant, d'abord à l'égard de lui-même, mais aussi à l'égard de ses collaborateurs. Ça veut dire que si, c'est ce qui fait sa grandeur, effectivement. Mais moi, je pense que la grandeur de Fally est beaucoup plus dans des choses le plus invisibles. La grandeur de Fally, ce n'est pas par rapport à son succès. Par exemple? La grandeur de Fally, ce n'est pas par rapport à son argent. Par rapport à sa notoriété au niveau de l'Afrique ou, je ne sais pas moi, non. Ce qui fait la grandeur de Fally, c'est l'état de son cœur. Son humilité. Ce gars a compris que si tu veux aller loin, il faut monter avec les autres. Les gars a compris la règle d'or du succès. Dans la règle du succès, tu ne pars pas seul, tu ne montes pas seul. Il a pris, dans la plupart des cas, tous ses amis, ses anciens petits autour de lui, et ils travaillent ensemble. C'est une règle d'or. De deux, les respects envers les aînés. Il sait que tel est un grand frère, peu importe, mais il reste un grand frère. Il reste un yaya. Et pas na ekonda biso benga bango ba engambi. Et pas na biso na Équateur to benga beaucoup laka. Il sait mettre quelqu'un à sa place. Ça veut dire que c'est même ça. C'est même ça. Est-ce que vous avez vu que politicien belé? Dans des moments les plus difficiles, cet homme, cet artiste a intervenu. Comme conseiller? Non, mais il a intervenu. J'ai bien dit dans des moments les plus difficiles. L'appelle ça Ndakisa, Yaka et honorable Daniel Safo. Quand il était malade, Fally a intervenu. On t'a eu bata? Et les capés na TV da? Dans une première photo. Ah bah voilà. C'est ça le secret de la grandeur. Être généreux, être simple, être poli, être travailleur, être discipliné, avoir une vision. C'est ça le secret de la grandeur de cet homme. Voilà tout ce que je peux dire. Maître Mandix, nous sommes à la fin de cet entretien. Je crois que cet échange vous a plu. Merci. Vos impressions, votre mot de la fin quand ça va finir? Un très beau cadre qui m'a permis de dégager tout ce qui était au plus profond de moi. Merci. Je pense que j'ai été quand même à la hauteur. C'est au peuple de juger. Mais j'ai parlé avec mon cœur. Bien que je sais que, bon, après, ça sera encore des débats autour des Fally. Comme d'habitude. Franchement, je ne m'attendais pas à la photo des Fally. Même moi aussi. Mais comme je suis esclave de la vérité, je ne pouvais que incliner ces éléments de la vérité.
Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à ce grand peuple du Congo qui nous a suivis. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un réel et honneur plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour présenter cet entretien. Fortement que si vous avez aimé, l'invité de ce soir, c'était Maître Manix Yenda. Un grand merci à cette équipe technique qui a permis que le show se passe super bien. Un grand merci à vous et à vous, téléspectateurs ou nos amis de la diaspora ou encore ceux qui nous suivent sur toutes nos plateformes digitales. Restez branchés, restez connectés pour la suite. On se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.